Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter du coup un peu comment évaluer et identifier la douleur en pédiatrie. Vous allez voir, il y a forcément beaucoup de choses qui ont déjà été dites, qui sont aussi, je pense, redites après. Et concernant du coup cette évaluation, mais on va faire une spécificité vraiment pédiatrique. Donc, pourquoi évaluer? Quel est l'intérêt pour évaluer la douleur? C'est plus à remettre en question aujourd'hui. Je pense que là, on le sait tous ici dans la salle. Ce sont des critères éligibles et c'est surtout rendre objectif un phénomène subjectif, c'est-à-dire sortir un peu de l'impression qu'on a en tant que soignant, j'ai l'impression qu'il a mal, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est faire ce pas de côté pour se dire je vais prendre des outils qui sont validés, qui sont objectifs, qui permettent d'avoir un chiffre, qui est un discours commun qu'on a entre tout professionnel de santé pour permettre vraiment d'objectiver la douleur des enfants. Et puis, du coup, dans la suite, notre but, quand même, c'est d'adapter les thérapeutiques pharmacologiques ou non pour cette prise en charge de la douleur. Moi, qu'est-ce que j'ai souhaité aussi vous faire? C'est un petit rappel sur comment les enfants perçoivent la douleur, parce qu'entre un nouveau-né, un jeune enfant ou un ado, ça ne sera pas la même chose et du coup, pas la même approche pour essayer de prendre en charge cette douleur. Et puis, je vais vous présenter 2 cas cliniques, 2 situations difficiles où on a été interpellés par les équipes, où effectivement, ils ne savaient pas trop comment évaluer ou s'ils étaient efficaces, entre guillemets, dans l'évaluation de la douleur de ces enfants. Alors, comment perçoit le bébé ou le nouveau-né la douleur? On sait que c'est des enfants qui n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas de notion de temps, ils n'ont pas de notion de ce qui se passe pour eux. C'est très compliqué. Ils n'ont pas la notion de soulagement que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir. Nous, on peut se préparer en disant « j'anticipe, je prends sur moi, c'est un mauvais moment à passer, et puis après, ça ira mieux ». Un bébé, un nourrisson, n'est pas capable d'avoir cette anticipation. Du coup, la douleur va prendre toute la place. C'est un enfant ou un bébé qu'on va voir qui sera complètement démuni, envahi, et c'est ce que ma collègue disait tout à l'heure, on va pouvoir arriver à un tableau d'atonie psychomotrice. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont extrêmement douloureux et tellement douloureux qu'ils vont s'économiser au maximum. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir d'intérêt pour ce qui se passe autour d'eux. Ils ne vont plus bouger parce que le moindre mouvement va être douloureux. Et puis, ce qui est un peu déroutant, c'est qu'ils ont un faciès mais qui ne montre pas de douleur. Ils ont un faciès complètement lisse, inexpressif. Et souvent, on passe un petit peu à côté de ce tableau-là parce que c'est des enfants qui sont calmes, donc ça nous va bien dans les services de pédiatrie. On est un peu tranquille. Non. Et ça, je vous verrai après dans un des cas cliniques, je vais vous présenter une situation d'atonie psychomotrice. Du coup, à chaque fois, j'ai essayé de vous faire un petit parallèle de qu'est-ce que nous, en tant que soignants, on doit mettre en place pour essayer quand même d'observer. Et là, on va être vraiment dans tout ce qui va être aussi chez les nouveau-nés, dans le non-pharmacologique. Donc, on va vraiment aller dans l'enveloppement, le toucher, la tétine, tout ça avec les parents. On va vraiment partir dans ces soins de confort et d'enveloppement pour les tout-petits. Pour l'enfant de 2 à 7 ans, alors il y a un énorme delta entre un enfant de 2 ans et un enfant qui va rentrer à l'école primaire. Mais on sait que c'est une période où ils sont dominés par leurs sensations et leurs émotions. Pareil, ça rejoint ce que disait ma collègue tout à l'heure. Dans les composantes de la douleur, on retrouve toutes ces émotions et ces manifestations, ces comportements. Et chez les enfants, on sera aussi en plein dedans. On va retrouver beaucoup de peur, beaucoup de phobie, beaucoup d'angoisse chez ces enfants. Après, ce qui est un petit peu compliqué pour les 2-4 ans, c'est qu'ils pensent que nous savons ce qu'ils ressentent. Donc, ce qui complique un peu la tâche. Pour eux, c'est clair, ils savent qu'ils ont mal, ils pensent qu'on sait qu'ils ont mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va pouvoir les aider. C'est la période où il y a la phobie des blouses blanches, pas mal, où s'ils peuvent des fois nous éviter, c'est assez bien. Mais à contrario, c'est vraiment la période où ils sont dans leur pensée magique. Et donc là, pour la prise en charge de la douleur, on va vraiment pouvoir s'appuyer là-dessus et jouer avec leur imaginaire. Un petit exemple tout simple, c'est que le masque de Méopa peut devenir un masque de super-héros, un masque de pilote. On va vraiment aller dans leur univers pour permettre de faire toujours ce pas de côté par rapport à la douleur, notamment pour la douleur liée aux soins. On passe chez les un petit peu plus grands, à l'école, l'âge primaire. Ils sont du coup en capacité maintenant de raisonner, de comprendre avec une pensée qui est beaucoup plus structurée. Et du coup, la douleur déjà va prendre une place un petit peu différente parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont malades,
qu'il y a de la douleur qui peut être associée soit à la maladie et ou aux soins, et qu'on va mettre des choses en place, avec toujours cette part des émotions qui est quand même très très importante pour eux. Et du coup, là, on va vraiment aussi s'appuyer sur les explications. On peut passer beaucoup de temps à expliquer aux enfants ce qu'on va leur faire. Il ne faut pas hésiter à répéter. C'est des enfants qui vont demander à une soignante, et puis une autre personne va rentrer et vous reposer les mêmes questions, et ainsi de suite. On va vraiment être dans les explications. Par contre, on peut vraiment s'en faire des alliés, et ça, c'est vraiment important. Et puis, on fait encore un grand saut. On va passer aux adolescents qui, eux, là, sont vraiment en cours d'acquisition de leur identité, de leurs valeurs, avec vraiment une importance, vous avez peut-être dû le repérer si vous avez des ados, de leur père. Et par contre, là, ils sont vraiment et complètement en capacité de connaître les mécanismes de la douleur, la maladie, de comprendre les enjeux de la maladie, et de commencer vraiment à faire les liens que la douleur va pouvoir provoquer ou avoir des impacts sur leur vie personnelle, sur leur vie sociale, sur leur vie scolaire, et que tout ça va être intriqué. Alors souvent, il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur permette d'exprimer cette douleur et puis tout ce qui va à côté, mais que voilà, ils peuvent, avec notre aide, vraiment faire tous ces liens qui existent. Et c'est ce qui est compliqué un peu dans la prise en charge de la douleur, c'est qu'il y a multiples composantes et qu'il faut vraiment pouvoir prendre toutes ces composantes en charge. Alors l'évaluation, je vais aller très brièvement sur ce sujet parce que c'est des choses qui sont connues. Juste en pédiatrie, il faudra faire attention vraiment de s'adapter à l'âge de l'enfant, à son développement cognitif. Il y a mes collègues après de La Roche-Guyon qui vont aussi vous apporter autre chose sur les enfants polyhandicapés. On utilisera des outils différents pour les adolescents et ainsi de suite. Donc vraiment s'adapter à la situation et au contexte. Donc pour petit rappel, pour l'auto-évaluation, dès l'âge de 4 ans, on peut vraiment inciter les enfants à s'auto-évaluer avec la fameuse échelle des visages, qui est vraiment très facile à utiliser pour les enfants. Nous, en tant qu'adultes, souvent on l'aime moins, mais il faut qu'on passe un peu ce cap, et les enfants se l'approprient très bien. Puis à partir de 6 ans, on pourra utiliser l'échelle visuelle analogique. Vous avez peut-être dû repérer que la différence avec l'adulte, c'est qu'elle est verticale et non horizontale, et puis qu'il y a cette notion un peu de grandeur, qui parle quand même beaucoup plus aux enfants. Et après, on passera à l'échelle numérique que tout le monde connaît, en sachant que ce n'est pas si simple. Un enfant, souvent, peut avoir du mal à s'évaluer avec une échelle numérique, parce que donner un chiffre, ce n'est pas facile. Donc là, il ne faudra pas hésiter, que le soignant hésite à revenir à une échelle visuelle qui est quand même beaucoup plus parlante pour les enfants. Pour l'hétéroévaluation, je vais passer très vite, parce qu'effectivement, comme vous le savez, on va être sur l'observation. On va vraiment avoir une observation attentive de l'enfant. On l'a déjà vu aussi avec les autres interventions avant moi. Il en existe plein, vraiment une multitude. Moi, je vous ai juste mis la principale maintenant qui est utilisée en pédiatrie, c'est Evandol, qu'on utilise vraiment dans tous les services, qui permet vraiment d'évaluer la douleur au repos et également à la mobilisation, et du coup de mettre en place vraiment les thérapeutiques qui peuvent être nécessaires. Pareil, on va la revoir. Mais on a des outils, ils sont simples, ils sont faciles, mais pas si faciles que ça. Et puis, on peut quand même rencontrer régulièrement des discordances. C'est-à-dire que des enfants vont sous-évaluer leur douleur. Donc, ils peuvent vous donner une évaluation de la douleur à 2 ou à 3. Et vous constatez réellement, en les voyant, qu'ils sont complètement figés dans leur lit, qu'ils ne bougent plus pour se protéger. Du coup, ça ne correspond pas entre ce qu'il nous dit et ce que l'on observe. Inversement, il peut aussi y avoir des surcotations, donc des enfants qui vont s'évaluer à 8, 9, 10 sur 10 en continu, quoi qu'on fasse, malgré les thérapeutiques, alors que quand on les observe, on peut émettre des doutes, ou on peut en tout cas se poser des questions et en discuter avec l'enfant. Donc là, je vous présente le cas de Mohamed, qui a 12 ans, qui est hospitalisé, qui est atteint de drépanocytose, mais il n'est pas hospitalisé pour une crise vaso-occlusive, mais pour des céphalées d'apparition brutale. Il a un traitement conséquent avec de la morphine, mais l'équipe du service nous interpelle parce que Mohamed s'évalue, ce que je vous disais, toujours à 8 sur 10. Donc il a un peu une surcotation, en tout cas pour l'équipe. Ils trouvent que ce n'est pas forcément corrélé et ils ne savent plus très bien quoi penser de la douleur de Mohamed. Alors, ce qui est aussi très important, et mes collègues l'ont dit aussi avant, on ne nie jamais et on ne dénigre pas une douleur d'un enfant.
ou d'un adulte, hein, il nous dit qu'ils ont mal, ils ont mal. Ça, c'est vraiment primordial, et pour parents, pour la confiance que l'enfant peut avoir aussi dans l'équipe soignante. Et nous, quand on arrive effectivement dans la chambre de Mohamed, on constate qu'il est assis dans son lit, dans une position détendue, avec un visage normal, pas crispé, pas de signe de douleur. Donc on essaye de prendre le temps, il est d'accord pour discuter avec nous, d'essayer de comprendre un petit peu comment elle est cette douleur, ces céphalées, depuis quand, est-ce qu'il a repéré quelque chose qui avait pu déclencher des douleurs ou pas. Mohamed ne sait pas nous répondre, il dit « je sais pas ». Il n'arrive pas à décrire et c'est compliqué pour lui, on sent qu'il ne sait pas trop nous dire cette douleur, ce que ça représente et à quoi elle est. Par contre, il nous dit qu'effectivement, les traitements ne fonctionnent pas, ce n'est pas efficace. Donc là, ce qui est intéressant pour nous en tant qu'unité mobile aussi, c'est vraiment de discuter avec les équipes. Et là, on a également pris le temps vraiment de discuter tous ensemble avec Mohamed. Et vraiment en accord avec lui, on a décidé d'arrêter les traitements qui ne sont pas efficaces et de démarrer une prise en charge pluridisciplinaire, donc avec son médecin référent pour la drépanocytose, et puis nous, le centre de la douleur, et notamment une de nos psychologues, pour essayer de démêler un peu tout ce qui se passe pour lui. Oui, il a mal, mais qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce que ça intrigue, essayer de démêler un peu le pourquoi du comment. Et on a continué du coup à le suivre, et là on a pu voir qu'il y avait plein d'autres éléments qui rentraient dans cette douleur pour Mohamed, de l'anxiété, de la peur, des problèmes au niveau familial, au niveau scolaire, et que la maladie, c'est pas si simple à gérer pour ces adolescents. Donc voilà, ça c'est un premier tableau pour voir que cette discordance, en fait, elle veut dire quelque chose et qu'il faut aller creuser un petit peu plus loin sur la douleur de ces enfants. J'ai encore un petit peu de temps ? 2 minutes. 2 minutes. Donc je vous présente très rapidement le cas de Louise. Donc on passe à l'extrême, qui a 10 mois, qui est hospitalisée pour ostéomyélite du membre inférieur droit, qui est évaluée par l'équipe qui l'accueille avec donc la fameuse échelle Evandol et qui retrouve un score généralement de 5 sur 15. Mais là, pareil, l'équipe soignante nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas très content par rapport à notre score, est-ce qu'on observe ? Donc quand on y va, Louise est pour le coup immobile, pas d'interaction, pas d'intérêt, on essaye de sortir nos bulles, nos jeux, Louise en a rien à faire, elle est vraiment dans son monde complètement enfermée sur elle-même, et dès qu'on la touche, elle crie, elle pleure. Et donc là, on est dans ce fameux tableau d'atonie psychomotrice, c'est-à-dire que Louise est tellement douloureuse qu'elle s'arrête de bouger, qu'elle s'économise au maximum. Et du coup, je vous ai mis, nous, on a refait avec l'équipe une échelle Evandol au repos et à la mobilisation, et vous voyez qu'on a des scores de douleur beaucoup plus importants. On l'évalue à 9 sur 15 et à 13 sur 15 à la mobilisation, donc ce qui ne correspondait pas aux 5 de l'équipe, ce qu'elle avait trouvé avant. Alors là, je passe, on a mis du coup un traitement fort, on a mis de la morphine pour Louise sur une pompe, et puis rapidement, on l'a vu s'éveiller, commencer à avoir des mouvements spontanés, revenir avoir une interaction avec ses parents et avec nous, donc effectivement, ce qui montre bien que Louise était extrêmement douloureuse. Donc elle était dans ce tableau d'atonie psychomotrice où il faut qu'on fasse attention parce que souvent, on passe à côté. Alors bravo à l'équipe qui avait quand même perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, c'est vraiment, je pense, un défaut de prendre le temps, on l'a dit aussi, de prendre le temps d'observer au repos, à la mobilisation, de revenir régulièrement pour voir ce qu'il se passe. Là, je pense que l'équipe avait été un petit peu rapide dans son évaluation et avait raté des items qui étaient importants. Donc tout ça pour vous dire que l'évaluation, c'est quand même encore un vrai challenge. C'est un travail de tous les jours. Je vais être parfaite. Elle nécessite, on l'a dit, on l'a redit, puis je pense qu'on le redira après, de rentrer en relation avec l'enfant. Et en pédiatrie, souvent avec les parents qui vont pouvoir beaucoup vous aider et nous aider à comprendre ce qui se passe. Toujours quand même dans le but d'obtenir ce fameux score chiffré, on le rabâche, mais c'est quand même essentiel pour pouvoir adapter les thérapeutiques ensuite. Ça, je vous remercie.